Bonjour à tous, ceci est mon deuxième vlog, ma deuxième vidéo de voyage, ce voyage un peu atypique, Chisinau en Moldavie, puis la Transnistrie, barre oblique, Pridniestrovie, et ensuite la Gagaouzie. Donc là je suis présentement en Transnistrie, ça pourrait intéresser un certain nombre de personnes de savoir ce que j'y ai vu et ce que j'y ai vécu, puisque c'est un pays autoproclamé, non reconnu par la communauté internationale et dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler. Donc ça se trouve entre la Moldavie et l'Ukraine, et la Transnistrie, qui se réclame, elle, portant le nom de Pridniestrovie, est reconnue par la communauté internationale comme faisant partie de la Moldavie. C'est également le point de vue juridique de la Russie, qui occupe militairement la Transnistrie, mais qui considère occuper une partie de la Moldavie. Alors, pour faire un peu bref, je vais donner quelques explications, je dirais, historiques sur ce lieu atypique. Ça pourrait intéresser un certain nombre de personnes. Ceux qui ne sont pas intéressés par les détails historiques peuvent passer, faire défiler les images jusqu'à ce que vous voyez que je balade mon smartphone dans les rues de Tiraspol, la capitale. Ceux qui sont intéressés par les détails historiques, eh bien, ma foi, sont invités à écouter ce qui suit immédiatement. Alors, je redis ce que j'ai déjà dit dans ma première vidéo sur Chisinau. J'enregistre avec mon smartphone. C'est la première fois que je fais des vidéos de rue. Avec le smartphone, la qualité de l'image n'est pas très bonne, le cadrage n'est pas bon non plus. Il y a eu des fois où je vais oublier de cadrer, je vais voir un peu ce qui se passe autour de moi, le cadrage sera mauvais, la luminosité n'est pas bonne non plus. C'est, je dirais, quand même plutôt informatif, et c'est plus une vidéo de vacances qu'autre chose, qui à la base était destinée à mes enfants et à mes proches, mais que je mets sur internet parce que, encore une fois, cette découverte de la Transnistrie par un Français en 2025 peut intéresser un certain nombre de personnes. Alors, je l'enregistre ici dans un cadre vraiment très vacances, là, avec la piscine là, derrière moi. Vous entendez peut-être les cigales, et puis bon, les poules qui chantent, le coq aussi de temps en temps, avec le soleil, ce beau jardin derrière moi. C'est ce deuxième logement à Tiraspol que dans la vidéo vous découvrirez en même temps que moi, mais plus tard dans la vidéo. Et je fais exprès en fait d'enregistrer là en tenue de vacances, en maillot de bain et au bord d'une piscine, au soleil, pour trancher d'entrée de jeu avec les clichés qu'on peut avoir sur la Pridniestrovie, dans la mesure où j'ai découvert quelque chose de très différent de ce à quoi je m'attendais. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu venir en Pridniestrovie, c'est que je m'y suis retrouvé quelques dizaines de minutes, une petite heure, accidentellement en 1993, lors d'un séjour rapide de moins de 48 heures en Moldavie. Mon interprète et moi, nous nous sommes perdus sur une petite route. Nous nous sommes retrouvés nez à nez avec des militaires russes, et nous avons dû rebrousser chemin parce que nous étions rentrés en territoire transnistrien, pridniestrovien, de façon illégale. Et les militaires en question discutaient un moment avec nous. C'était des militaires de l'ex-armée rouge, de l'ex-14e armée soviétique. La 14e armée soviétique, en tout cas le détachement en Transnistrie, est resté. Ils sont toujours présents officiellement sous un autre nom. De toute façon, c'est plus l'armée soviétique, mais donc la 14e armée soviétique ici est devenue, je crois que c'est le groupe de défense des forces armées russes en Pridniestrovie, quelque chose comme ça. Donc ils sont toujours présents. La Russie occupe donc toujours la Pridniestrovie, officiellement la Moldavie. Et à l'époque, c'était les jeunes hommes qui nous ont arrêtés, mon interprète et moi, étaient des anciens militaires soviétiques non démobilisés au moment de la chute de l'Union soviétique. C'était pourtant en février 93, donc le service militaire devait être assez long. En tout cas, ils nous ont expliqué ça comme ça. Et ils étaient ukrainiens de nationalité depuis la fin de l'Union soviétique et la proclamation d'indépendance des diverses républiques fédératives. Alors
aujourd'hui, il y a toujours des forces d'occupation, comme je vous le dis, russes, pardon, en Pridniestrovie. Il y a entre 700 et 1000 officiers, entre 70 et 100 officiers russes, et les personnes, donc les gars qui sont là pour occuper la Pridniestrovie, en fait, sont pratiquement tous des Pridniestroviens, transnistriens, qui, moyennant finance, s'enrôlent dans l'armée d'occupation russe en Transnistrie. Donc la plupart des Français à qui j'ai dit que j'allais partir, que je partais en Transnistrie, même les gens qui ont écouté les informations en 1992 où la guerre faisait rage, ont oublié l'existence de la Transnistrie. Et beaucoup d'ailleurs ignoraient même, si je leur dis qu'officiellement ça fait partie de la Moldavie, officiellement, beaucoup de gens ignorent aussi que la Moldavie existe. Et la Transnistrie n'est pas sur les cartes. Donc, un brin d'histoire quand même, et de géographie. La Transnistrie est une bande de terre qui fait, c'est une espèce de micro-Chili entre la Moldavie et l'Ukraine. Donc, la dimension, son petit teint, ça fait un peu plus de 4000 km² et un peu plus de 500 000 habitants, c'est-à-dire que c'est plus petit que la moyenne d'un département français de métropole. Donc cette bande de terre, pour faire vraiment rapide quant à l'histoire, jusqu'en 1792 faisait partie de l'Empire ottoman. Et il y a eu un projet lors de la conquête de territoires ottomans dans ce qui est aujourd'hui la Pridniestrovie et une partie de l'Ukraine. La Russie, l'Empire russe, a voulu créer ce qu'on a appelé la Nouvelle Russie. Donc c'était sur les ordres de l'impératrice Catherine II, que nous retrouverons pendant mon périple à Tiraspol, mais j'en sais plus maintenant. Donc sous les ordres de Catherine II, il y a eu la tentative de création d'une sorte de province qui était là. Donc c'était le projet de Nouvelle Russie, ce concept qui est revenu au goût du jour maintenant avec l'expansionnisme russe. Et donc, un dénommé Potemkin, dont le nom est resté dans l'histoire et qui est très célébré, nous le verrons à Tiraspol, Potemkin a orchestré la colonisation de ces territoires ukrainiens conquis sur l'Empire ottoman et de ce qui s'appelle aujourd'hui la Transnistrie. Donc Potemkin a organisé la colonisation par des Russes ou par des gens de diverses ethnies présents dans l'Empire russe, mais qui ont été russifiés ou russifiés, je crois qu'on dit, donc au niveau, du point de vue linguistique. Alors avant l'arrivée de l'invasion russe, en 1792, la population ici était majoritairement tatare et musulmane, et il y avait également des Moldaves, c'est-à-dire des gens qui venaient de l'autre côté du Dniestre, de Moldavie, où on parlait le moldave, un dialecte de ce qui allait devenir le roumain. Et là, il y avait aussi une population musulmane nomade et les Tatars sédentarisés ou sédentaires dans des petits villages. Il y avait une population qui était très réduite, mais cette population était là et ils ont été donc colonisés par des Russes ou par, je vous disais, des sujets de l'Empire russe russifiés. Lors de l'annexion par l'Empire russe de la Bessarabie, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui la République de Moldavie, cette zone de Transnistrie, donc le long du Dniestre, avec pour ville principale Tiraspol, a été rajoutée à la Bessarabie, qui par ailleurs a été amputée de territoires qui ont été donnés à l'Ukraine. Et en 1940, donc, a été constituée la République soviétique de Moldavie avec la Transnistrie, largement russophone. Au moment de l'affaiblissement de l'Union soviétique, en 1989, la République soviétique de Moldavie proclame comme langue officielle le moldave, c'est-à-dire le roumain écrit en cyrillique, ce qui a beaucoup inquiété évidemment la minorité russophone, et en particulier à Tiraspol, qui était la deuxième ville de la République soviétique de Moldavie, 130 000 habitants actuellement. Enfin, en 1989, il devait y avoir une population à peu près analogue.
Et là, la Transnistrie a proclamé son indépendance, non pas vis-à-vis de l'Union soviétique, ce qu'elle n'a jamais fait, mais elle a proclamé son indépendance au sein de l'Union soviétique vis-à-vis de la Moldavie. Ça, c'était en août 89. Un an plus tard, en août 90, la Moldavie, à l'instar des 13 autres républiques au sein de l'Union soviétique, donc il y avait 15 républiques, la Moldavie, la Russie et 13 autres qui ont elles aussi proclamé leur indépendance. Donc la Moldavie proclame son indépendance et la Transnistrie refuse de suivre la Moldavie dans son processus d'indépendance. Et on considère aussi aujourd'hui en Moldavie que la guerre d'indépendance on considère aujourd'hui en Transnistrie que la guerre d'indépendance de la Transnistrie a commencé donc le 27 août 1990, parce que c'est le jour où la Moldavie a proclamé son indépendance avec pour unique langue officielle le moldave, qui rapidement va devenir dans les textes le roumain avec passage à l'alphabet latin. Et ça, ce n'est pas du tout passé en Transnistrie. Les Transnistriens considèrent qu'ils sont rentrés en guerre ce jour-là. En fait, les combats ont véritablement fait rage pendant quelques mois en 1992. Et l'indépendance de la Transnistrie n'a jamais été reconnue par qui que ce soit, mais surtout ce qui est intéressant à constater, c'est que la Transnistrie elle-même n'a jamais officiellement proclamé son indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique et continue de se voir comme une survivance de la République socialiste soviétique fédérative de Moldavie. Très intéressant, la Transnistrie s'appelle officiellement la République moldave sur le Dniestre et elle a pour drapeau l'ancien drapeau de la République soviétique fédérative de Moldavie. Il y a quelques années, un deuxième emblème national a été choisi, c'est qui ressemble énormément au drapeau russe, si ce n'est qu'il est un petit peu plus long. Il n'a pas tout à fait la même forme. Enfin, on s'y trompe très, très, très facilement. L'ambiguïté est évidemment voulue pour marquer la proximité avec la Russie. La Russie, donc, qui ne considère pas, comme je le disais, la Transnistrie comme indépendante, mais les Russes eux-mêmes considèrent qu'ils occupent une partie de la Moldavie. Donc, on se réclame de l'Union soviétique. Il y a cette nostalgie de ce qu'était l'Union soviétique avec un régime qui est tout sauf soviétique. Le régime de la Pridniestrovie, c'est un régime qui se veut démocratique et pluripartite, qui n'a rien à voir, comme j'insiste dessus, avec le communisme soviétique. En fait, le pays est entre les mains d'un consortium économique qui s'appelle Cherif, qui a tous les supermarchés, mais qui a également, on va le voir avec mes mésaventures, la téléphonie, la grosse équipe de foot de Tiraspol qui a gagné, il me semble, en 2023 ou 2024 contre le Real Madrid. Donc c'est l'équipe qui s'appelle Sheriff Tiraspol, carrément elle porte le nom. Vous avez ici également tout le système bancaire, enfin tout ça est entre les mains de Sheriff. 40% des emplois, m'a-t-on dit, sont entre les mains du consortium Sheriff. Et voilà, c'est l'économie libérale au service d'une entreprise. Et ce qu'on m'a dit ici, c'est que finalement le gouvernement, il n'est ni pro-moldave, ni pro-européen, ni pro-russe, mais il est pro-shérif. Alors quand je parle de la Transnistrie, je peux dire aussi la Pridniestrovie, puisque c'est le nom qui est revendiqué par le pays. Transnistrie, ça veut dire au-delà du Dniestre, c'est-à-dire qu'on se met dans la perspective moldave. La République s'appelle donc, je vous le disais, je vous le fais en français, la République moldave sur le Dniestre, parce qu'il y a effectivement une petite partie, je crois que la forteresse de Bender se trouve à l'ouest du Dniestre, donc dans la Bessarabie historique. Et surtout, ils ne veulent pas être vus du point de vue de l'étranger, du point de vue de la Moldavie. Donc ils se définissent comme Pridniestroviens. En tout cas, c'est un endroit où je suis en train de passer d'excellentes vacances et que je recommande. Mais voilà, sortir des sentiers battus un petit peu, c'est vrai que c'est sympa et c'est sûr que c'est pas les touristes qui vous marchent sur les pieds. Voilà, donc en avant pour de nouvelles aventures en Pridniestrovie, même si au moment où j'enregistre comme je vous le disais, au moment où j'enregistre cette introduction, je suis presque à la fin de mes aventures pridniestroviennes, mais je vous
laisse découvrir ce très joli petit pays, avec surtout sa capitale. Mais voilà, dans un minibus, la plaque d'immatriculation pavoisée aux couleurs de la Pridniestrovie. Donc voilà, ce qui sera mon véhicule pendant 2 heures à peu près. Je ne sais pas vraiment à quelle heure j'arrive à Tiraspol parce que je ne sais pas à quelle heure nous partons. Alors me voilà donc à Benver dans un premier temps, en Transnistrie, passage de la frontière avec les 17 ou 18 passagers, là, 18 avec le chauffeur. Donc on est tous sortis en moins de 10 minutes, c'était fait, montrer les passeports, et puis absolument rien du folklore annoncé par internet, quoi. Abandonné ici aussi. Et le garde de triage envahi par les mauvaises herbes. Tiens, le camion de Martin. Je savais pas qu'il était passé en Transnistrie. À ne savoir comment faire, des coiffeurs, de la bouffe, enfin bref, l'Europe quoi. Du commerce, du commerce, du commerce. Un chantier en cours. Des gens qui vendent leurs effets personnels dans la rue. Alors voilà la maison dans laquelle je loge, la première maison dans laquelle je loge en Pridniestrovie, donc à Tiraspol, la capitale. Donc la maison a quand même, pour ceux qui ont la ref, pour les gens qui ont mon âge ou plus, ça a un côté Amityville auquel on ne peut pas s'empêcher de penser. Hein. Mais enfin il ne se passe rien de particulièrement paranormal à l'intérieur. Il y a 4 chambres, donc voilà, c'est ça, ça veut dire que vous pouvez avoir 3 colocs pour le meilleur et pour le pire. Jardin bordé de vignes grimpantes, terrain de tennis à côté, et puis la maison se trouve au bord du Dniestre. Voilà, cette plage vraiment sympa. Comme dans beaucoup de maisons dans l'ex-Union soviétique, je me suis-je laissé dire, il y a des chambres, une cuisine et pas de pièces qui ressemblent à ce que nous on appellerait une salle à manger ou un salon. C'est à aménager éventuellement dans une chambre ou deux, parce que c'était souvent des logements collectifs avec une famille dans chaque par pièce et la cuisine en commun. Découverte de Tiraspol, capitale de la mystérieuse Transnistrie, dont le nom officiel serait Pridniestrovie, le nom revendiqué en tout cas. Alors ça c'est l'image la plus emblématique de la Pridniestrovie, et plus précisément de Tiraspol, dans les médias tels que la ville et le pays sont présentés dans les médias français. C'est cette statue de Lénine, manteau au vent, devant le Parlement. Alors on a plusieurs
interprétations, plusieurs explications qui sont données dans les médias français. En tout cas, pour ce qui est de la nature de cet immense bâtiment. Alors je me suis approché jusque devant la porte et un jeune homme en treillis, très poli, m'a demandé ce que je venais faire là. Je lui ai dit que j'étais touriste, que je trouvais ce bâtiment magnifique. Il faut des fois être un peu diplomate, enfin en tout cas il est très imposant. Et je lui ai demandé ce que c'était, il me dit Parliament. Donc j'ai compris que c'était le Parlement. Donc il y a au-dessus de la porte, alors j'ai demandé si je pouvais prendre la photo, et il me dit oui, depuis la rue, devant le monument. Alors ma foi, je n'ai pas pris de photo de trop près, mais je vais essayer de cadrer. Hein. Je ne suis pas un as, ça vous l'avez remarqué. Mais en tout cas, au-dessus de la porte, là vous voyez peut-être, j'ai zoomé autant que je peux avec mon petit matériel. Il y a donc un emblème avec l'étoile rouge, la faucille et le marteau et les initiales de la République moldave sur le Dniestre. Hein. Donc c'est le nom officiel de la Pridniestrovie. Vous voyez au sommet du bâtiment les deux drapeaux de la Pridniestrovie. À gauche, c'est le drapeau vert et rouge avec la faucille et le marteau qui était le drapeau, c'est exactement le même, c'était le drapeau donc, de la République socialiste soviétique fédérative de Moldavie. Donc à l'époque où la Moldavie, avec la Transnistrie, faisait partie de l'Union soviétique. Donc au départ, la Pridniestrovie, qu'on a appelée la Transnistrie du point de vue moldave, se revendiquait comme ce qu'il restait de la République socialiste fédérative de Moldavie, considérant que c'est le reste de la Moldavie qui faisait sécession. D'où ce nom officiel de République moldave sur le Dniestre. Et à droite, un autre drapeau national qui a été proclamé second emblème, second drapeau national il y a quelques années. C'est un drapeau qui, comme vous pouvez le constater, ressemble énormément au drapeau russe, avec une différence, c'est qu'il est plus long. Le drapeau russe, il fait, on va dire, X de hauteur et 1,5X de longueur, alors que c'est X sur 2X pour le second drapeau pridniestrovien. Et d'ailleurs, on peut être surpris, en français, on se dit un premier drapeau officiel très ambigu et un deuxième drapeau qui rappelle quand même férocement la grande puissance qui chapeaute tout ça. Mais ça ne doit pas nous surprendre parce qu'il y a quand même une énorme analogie à faire avec nos propres emblèmes en France officiels. Le drapeau de la République française a cette ambiguïté qu'il est très symbolique à la base, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, de la monarchie constitutionnelle, puisque c'est le blanc de la royauté qui est au milieu des deux couleurs de la ville de Paris et du peuple de Paris. Donc c'est aussi un drapeau très parisianiste, comme quoi il ne faut pas forcément trop s'approcher non plus à l'histoire des symboles. Et nous aussi, nous pavoisons nos bâtiments officiels avec non seulement notre drapeau national ambigu, mais également avec le drapeau de l'empire auquel nos gouvernements successifs nous ont donné. Voilà Lénine qui a un certain air angélique hein, avec son manteau dans le vent qui lui fait comme des ailes. Parce que c'est bien son manteau hein, qu'on voit voler, enfin j'ai peut-être du mal à interpréter cette statue. En face du Parlement, un monument aux morts qui célèbre la mémoire des morts de la Seconde Guerre mondiale, 1941-1945 pour l'Union soviétique, et des morts de la guerre d'indépendance de la Pridniestrovie en 1990-1992. En 1990, prenant un an et demi d'avance sur la dissolution de l'Union soviétique, la Moldavie a proclamé son indépendance et donc la Pridniestrovie est rentrée en guerre pendant 2 ans. Ici, les noms de 1550 personnes, 1550 hommes pour l'immense majorité, je pense, et de jeunes hommes qui sont tombés pendant du côté pridniestrovien pendant la guerre d'indépendance. Et ici, il est précisé que certaines de ces personnes, certains de ces hommes étaient russes. Également 6 Ukrainiens, un Biélorusse, un Letton et 2 Estoniens. Donc plus ceux qui sont morts du côté moldave. Donc ça a été une guerre tout de même meurtrière.
Alors je dis tout de même meurtrière parce qu'on pourrait penser que c'était un petit conflit avec quelques petits combats par-ci par-là et malheureusement quelques morts. Enfin, ça a quand même été, il y a quand même eu plusieurs milliers de morts dans un conflit qui a duré 2 ans et qui a mis les deux pays, en fait, la Moldavie et la Pridniestrovie, en grande difficulté humaine et économique. 1941-1945, associés de très près à la guerre d'indépendance. Donc, sauf erreur de ma part, les Soviétiques appelaient la Seconde Guerre mondiale la Grande Guerre patriotique, une guerre pour la défense de la patrie soviétique. Et c'est mis très en parallèle avec la guerre d'indépendance, qui elle aussi est vue de façon analogue comme une défense de la patrie soviétique, puisqu'on veut faire survivre l'Union soviétique dans la Pridniestrovie actuelle. Tous ces monuments ici, toutes ces plaques de marbre, tous ces monuments qui à mon avis ne sont pas des tombes mais plutôt des cénotaphes ou des ossuaires, je ne sais pas, donc sont dédiés à des soldats tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et plus loin, vous voyez ici, donc il semble veiller sur le monument aux morts, une chapelle orthodoxe. Moi, ça me gêne tout le temps d'associer la religion à la guerre, tant c'est pas avec un message de l'ordre de plus jamais ça. Moi, ce que j'aimerais voir comme monument religieux, c'est une stèle avec ces versets de Michée, chapitre 4. Ils feront de leurs armes des serpes et des socs de charrue, et chacun mangera son pain sous sa vigne et sous son figuier, car l'Éternel, Dieu de l'univers, a parlé. Je préférerais ça. Donc là, la flamme du souvenir, j'essaie de cadrer correctement, oui, avec derrière un trolleybus qui semble dater effectivement de l'époque soviétique. Un char soviétique. Donc on remarque que contrairement aux clichés, contrairement à des images que j'ai vues prises par des vidéastes il y a quelques années, il n'y a pas sur la place mémoriale donc des morts des deux guerres de soldats de la 14e armée russe montant la garde au pas de loi, ça pas du tout. Je n'ai encore vu aucun flic en 48 heures dans toute la ville. J'ai vu une voiture est passée à côté de moi tout à l'heure, et hier j'ai vu une voiture passer juste là en contrebas avec deux jeunes et apparemment leur papa qui faisaient les foufous sur le tank. Ça n'a fait réagir personne. Donc je n'ai à un incident près pas du tout eu l'impression jusqu'à présent d'être dans un état policier, à un incident près. Quand vous préparerez votre itinéraire et que vous aurez fait gaffe aux lieux à voir à Tiraspol, prenez garde du fait que la rue du 25 octobre a changé de nom pour s'appeler la rue Prokrovskaya. Donc il y a encore le double affichage, mais ça va peut-être pas durer. On remarque quand même que rue du 25 octobre, c'est écrit en russe et en anglais, contrairement à ce qu'il est dit sur internet. Il y a quand même des affichages en anglais ou des translittérations en alphabet latin, ce qui simplifie quand même la vie des étrangers. Alors, en avançant sur l'avenue du 25 octobre, on se retrouve plus dans la Tiraspol, l'européenne, la contemporaine. Et donc dans ce café où je suis, où j'ai trouvé un peu mes marques, où je vais prendre mon café latte. Et en fait, dans ce genre d'endroit, on peut aussi trouver de la nourriture de qualité, pas chère et assez typique finalement. Style un pain creusé avec de la soupe à l'intérieur, alors soupe dans tous les sens, les brochettes, les chachliks, les choses comme ça, les feuilletés. Et c'est servi dans une ambiance aseptisée un peu anglo-saxonne, et ça reste très abordable et très bon. Alors ça, c'est un plat typique moldave en tout cas. En Moldavie, c'est présenté comme ça. En fait, donc c'est tout simplement une soupe avec de la crème aigre douce, mais il y a du porc, une sorte de saucisse, du poulet dans un pain qui est grillé. C'est excellent. Je commence à manger, je trouve ça excellent. L'entrée du parc Catherine
nommé en l'honneur de Catherine II de Russie, la tsarine, donc de quand date ce nom, certainement pas l'époque soviétique. On voit quand même un joyeux mélange entre le souvenir de l'Empire russe, quand même ici ou là, enfin il faut y aller vite fait, et surtout bien sûr l'Union soviétique, et la présence des troupes de la Russie, de la Fédération de Russie, de la Russie de Poutine. Ok, c'est quand même un joyeux mélange. Donc voilà Catherine, Cathy, Katouchka. Et là en face, il y a encore un grand parc. Au fond de ce parc, un grand bâtiment là, tout en longueur qui est vert, c'est tout simplement le marché vert. C'est le marché central de Tiraspol où je vais de ce pas pour m'acheter mes pirochki pour la journée. L'ONU version Pridniestrovie. C'est-à-dire qu'au milieu, vous avez le drapeau de la Pridniestrovie, qui n'est autre que le drapeau de la Moldavie soviétique, et flanqué, alors je ne sais pas dans quel sens, du drapeau de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, qui sont également deux États non reconnus. Eux sont revendiqués par la Géorgie. Et donc ces trois pays-là se reconnaissent les uns les autres et n'ont aucune autre reconnaissance internationale. Ça, c'est absolument partout. Dans Tiraspol, des statues commémorant des militaires soviétiques ou certains de l'armée tsariste. Tout est vaste, tout donne une impression vraiment l'impression d'avoir de la place, de grandeur, voilà, de largeur. Voilà, je me suis rapproché du marché, et comme hier il y avait un chanteur, là c'est une chanteuse, mais il y a très souvent dans les rues là, de Tiraspol de la musique, souvent des chanteurs de rue, ou des fois de la musique diffusée de certains commerces, mais c'est pas cacophonique quoi, on voit que c'est organisé avec les autres commerces on va dire, et très organisé pour le coup, ça donne cette impression, ouais. Rien n'est vraiment laissé au hasard. Les voitures font pas pitié, loin de là, parce que généralement c'est assez chouette, assez joli, en bon état. Avec quand même quelques reliques. Le marché est vert, le bien nommé. Ce qui est ballot, c'est que si un jour ils font la peinture d'une autre couleur, ils sont obligés de renommer le marché. Mais blague à part, voilà, c'est le grand marché de Tiraspol. Fruits, légumes, miel, fromage, viande, une grande impression d'opulence. Impression d'opulence, toujours avec la question de savoir quel est le rapport entre le coût de la vie et le salaire médian, quoi. Alors là, j'ai pris ma ration de survie, là, mes pirochki, ce sont des petits beignets, fourrés. Je les prends au pif parce que je sais pas à quoi ils sont fourrés, parce que je ne lis pas le cyrillique. Et puis c'est toujours arrosé. Évidemment ici on est bien obligé de vodka. Quelle descente, hein. Vous n'aimeriez pas la monter avec le sel là. Non, c'est de l'eau pétillante en fait. Il y a une dame qui promène ses petits chats, puis elle les a sortis de leur panier pour que je les filme. Ah, le petit chien là. Il va une baston en Tiraspol. Donc je
pense que c'est important que je raconte un petit peu ce qui s'est passé hier, maintenant que j'ai pris le temps de la réflexion. La nuit, porte-conseil, j'ai eu une petite aventure ou mésaventure dans un magasin pour acheter une carte SIM locale. Alors première chose, carte SIM, alors maintenant j'en sais un peu plus, les cartes SIM françaises sont ainsi configurées comme dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest, sauf la Suisse et la Scandinavie, mais en tout cas ailleurs en Europe occidentale, les appels directs et les textos passent par la 3G et la 2G, et l'Internet et les applications nécessitent la 4G. Dans des pays comme la Suisse, les pays scandinaves, États-Unis et donc la Pridniestrovie, tout passe par la 4G. Donc il faut, si vous êtes en France, vous achetez une carte SIM suisse, scandinave, américaine ou pridniestrovienne, il faut faire une manipulation sur votre portable pour avoir une compatibilité VoLTE, V-O-L-T-E, Voice over Long Term Evolution, c'est-à-dire tout passe par la 4G. Et avec certains appareils, c'est pas possible. Et vous n'aurez de toute façon, avec certains appareils français dans certains pays, pas l'accès VoLTE. Et en Pridniestrovie, pour l'avoir, il faut acheter un portable spécifique pridniestrovien, mais a priori, on ne vous l'interdit pas. Moi, tout ça, j'étais pas au courant de tout. Donc, première chose, je cherche un magasin de téléphonie. C'est compliqué de trouver un magasin de téléphonie à Tiraspol, c'est pas écrit dessus. Et les gens dans la rue vous disent oui, vous en avez un, quatrième machin, vous passez par la rue Lénine, vous tournez dans la rue Rosa Luxembourg, après vous allez dans la rue Karl Marx et vous avez le magasin place Potemkin, d'accord. Et puis même des fois, et c'est ce qui s'est passé hier, il y a deux petits jeunes qui m'ont amené devant la porte du magasin et il y a juste marqué IDC, donc l'entreprise pridniestrovienne qui s'occupe de téléphonie, mais rien n'est fait pour qu'on sache de quoi il s'agit. Et surtout, quand j'ai demandé mon chemin à les commerçants, ils ne savaient pas. Il y a même eu une boulangère qui m'a dit il n'y a pas de carte SIM en vente à Tiraspol, il faut aller à Bender, une localité à côté. J'ai envie de lui dire mais vous avez un portable ou pas? Vous allez à Bender si vous avez besoin d'une carte SIM. Donc ça m'a quand même paru bizarre. Et deuxième truc bizarre, ça a pris 3/4 d'heure dans le magasin. Une première dame d'une cinquantaine d'années ouvre, je précise l'âge parce que ça a son importance me semble-t-il. Elle appelle un petit jeune là, qui a servi d'interprète pendant 3/4 d'heure. Elle ouvre le petit tiroir de mon portable, elle s'extasie, c'est bizarre, quel drôle de portable vous avez là, comme si à son âge, à moins que ce soit une quinca en reconversion professionnelle, elle n'avait jamais vu un portable étranger ou occidental. Elle met une carte SIM pridniestrovienne, finalement elle regarde toutes mes applis, elle fait défiler des trucs bizarres dans les paramètres de mon portable, j'ai pas tout capté. On me demande d'aller m'asseoir pour pas que je regarde, enfin moi j'ai interprété sur le coup, il fallait pas trop que je regarde. Finalement elle me fait signer une fois, deux fois, 6 fois sur un écran numérique. Donc elle me fait signer qu'un stylet là. Elle contrôle, je crois, 4 fois mon passeport. Il a fallu que chaque fois que je le sorte, que je le rentre, que chaque fois que je le ressorte, il a été scanné comme à la douane. Pourquoi? J'en sais rien. Je passe à un autre guichet avec un monsieur qui avait une cinquantaine d'années aussi, donc qui lui non plus n'est pas un perdreau de l'année ni un lapin de 6 semaines, qui a déjà dû voir des portables étrangers, qui lui aussi s'extasie. Je repasse voir la dame, le monsieur, qui finalement me montre que mon portable est compatible, sans la voix et sans les textos, mais j'arrive à aller sur mes applications. Je retourne vers la dame pour récupérer mon passeport, je le récupère, je le redonne, je resigne. Elle ressort la carte qui pourtant fonctionnait. Donc ils ont vraiment en fait observé mon portable sous toutes les coutures, sorti ma carte SD avec toutes les vidéos que je prépare, il y en a 76 au moment où j'en suis, là j'en suis à la 77e pour mon vlog. Je passe à la caisse, je paye non pas 100 roubles comme annoncé, mais 140. Et c'était 141 et 50 kopecks. On m'a fait cadeau de 1 rouble ou 1 rouble et de 50 kopecks. Mais enfin, à l'arrivée, ça a coûté 140 et pas 100. Et puis, quand je rentre chez moi, je me rends compte que j'ai 2 applications IDC sur mon portable. Une IDC menu pour le choix du réseau, et là mon coloc italien m'a dit qu'il avait la même sur son portable, et puis un truc qui s'appelle Mon IDC et qui est en fait une application commerciale que lui n'a pas.
Et lui, ça a pris 5 minutes. Ils n'ont pas contrôlé dans tous les sens, ils ont regardé vite fait son portable, enfin son passeport, et puis il n'y a pas eu tous ces micmacs. Donc c'est quand même très bizarre. Plusieurs interprétations possibles. Je suis tombé sur des commerçants un peu débiles qui ne savent pas qu'on peut acheter une carte SIM dans la ville de Tiraspol. Une entreprise qui a tellement de monopole qu'elle n'a même pas besoin de marquer sur ses vitrines qu'elle vend des téléphones. Deux quinquagénaires en reconversion qui ne connaissent pas leur boulot. Des gens extrêmement aimables qui ont vraiment fait absolument tout ce qu'ils ont pu pour être sûrs à 1000 pour 1000 qui ne vendaient pas, qui ne me faisaient pas dépenser 140 roubles pour un matériel qui n'allait pas fonctionner, mais qui n'avaient jamais rien vu que de semblable de leur vie. Et puis ensuite de ça, des applications purement commerciales, où une commerciale, l'autre utile, qui ont été mises comme ça, sur un malentendu sur mon smartphone. Deuxième possibilité, ils voulaient que j'engraisse la patte, mais ça m'étonnait comme ça m'étonne, parce que je me voyais mal sortir 3 billets de 200 roubles pour les donner à chacune des 3 personnes à qui j'ai eu affaire. C'est pas du tout comme ça que ça s'est présenté. Troisième possibilité, une sorte de mafia locale, mais privée, qui m'a pris toutes les données de mon portable et qui va me piquer mes sous sur mon compte bancaire surtout. Alors du coup, je n'ouvrirai pas mes applications bancaires quand même. Et puis quatrième possibilité, c'est quoi? C'est le gouvernement qui a vraiment voulu regarder, enfin le gouvernement, ce sont des gens qui sont effectivement proches aussi, enfin IDC aurait maille à partir avec les renseignements locaux et aurait scruté mon portable voyant que j'avais une carte SD, des fois que je faisais de l'espionnage ou que je dise des choses critiques pour ensuite faire un vlog critique sur internet, critique du pays. Donc voilà, toutes les interprétations sont possibles. Alors j'ai eu un passage un peu parano hier quand j'ai allumé justement, que j'ai pu avoir accès à WhatsApp. J'ai reçu tout de suite des messages de mes enfants qui se demandaient ce que je devenais, parce que ça faisait un moment que je donnais pas, que j'étais en Pridnistrovie, que j'avais pas accès donc à mes applis. Et notamment il y avait un message de ma fille qui me dit ça va papa, tu as toujours tes 2 reins. Et je réponds oui, privilège de l'âge, sous-entendu à mon âge, s'il y a un trafic d'organes, c'est peut-être pas moi qu'on s'en prendra en premier. Je trouve ça très drôle, c'est l'humour de Pauline, mais j'ai retiré quand même le message de l'historique WhatsApp. Et voilà, pour le coup, je suis en train d'enregistrer ça et ça va passer par WhatsApp aussi et ça sera dans la mémoire de mon portable. Je ne pense pas être sous surveillance, mais je me suis quand même posé la question hier et de même à un moment donné, j'ai envoyé des messages en expliquant un peu ce qui s'était passé, je les ai effacés et puis mon fils lui m'envoie un message en disant bon alors comment ça s'est passé, c'est quoi ce truc qui t'est arrivé et tout ça, et je lui réponds en disant non mais tout va bien, et puis pour pas alimenter la conversation et qui me répond, que j'ai tout, et toi ça va, qu'est-ce qui se passe et tout, pour dévier un peu la conversation. Donc j'étais un peu en mode parano, ce qui m'empêche pas ce matin d'enregistrer ça et puis de le prendre vraiment à la rigolade. Mais il est quand même pas impossible que IDC soit aussi un petit peu, enfin que les entreprises soient un peu mandatées, dans les pays un peu autoritaires. Je pense que c'est ça aussi, tout ce qui est contact avec l'étranger, contrôle péchu, et peut-être que l'idée c'était effectivement de voir ce que j'avais sur ma carte SD. Peut-être qu'il y a un spybot sur mon portable. C'est pas très grave, mais en tout cas voilà, c'est quand même le truc un peu chelou qui m'est arrivé. Il y a aussi la bêtise que j'ai faite de me tromper dans l'adresse quand je suis arrivé ici. Mais ils m'ont pas demandé mon adresse là. J'ai voulu à un moment donné, quand ils regardaient mon portable et mon passeport, ils cherchaient quelque chose sur mon passeport, et je dis est-ce que vous voulez voir mon visa, parce que la Pridnistrovie vous donne un visa qui n'est pas tamponné, qui est un papier que vous gardez avec votre passeport, et là je ne l'avais pas donné en même temps. Je montre mon interprète, est-ce que la dame a besoin de mon visa? Il m'a répondu non. Mais il cherchait un truc sur mon portable, sur mon passeport. C'était peut-être ça en fait. Et quand j'ai tendu le visa, elle s'est rendue compte que je le donnais, elle n'a pas marqué le coup, elle a regardé ailleurs, mais c'est quand même ça qu'elle voulait voir, mais elle n'a pas vérifié le visa. Voilà, tout ça est un peu bizarre, donc je vais d'abord envoyer cette partie-là du vlog, cette vidéo, je vais l'envoyer là à mes enfants, et puis qui me diront ce qu'ils en pensent. Sinon dans les commentaires, n'hésitez pas, s'il y a des gens autres que ma famille, que mon cercle proche qui regardent ce vlog, dites-moi ce que vous en pensez, et surtout si les gens ont déjà eu en Pridnistrovie ou ailleurs ce même genre d'aventure, d'expérience, j'aimerais en savoir plus.
Samedi 12 juillet, 9h20 du matin, voilà l'épilogue de mon aventure avec le KGB transnistrien. Alors, par parenthèse, j'ai appris qu'effectivement, juste à côté du magasin IDC où j'ai passé ces trois quarts d'heure bizarres, il y a effectivement le KGB, il s'appelle toujours comme ça, transnistrien, mais enfin, j'ai bien rigolé quand j'ai su ça, mais c'est bien évidemment un hasard, mais enfin voilà. Toujours est-il que, eh bien me voilà, sans savoir pourquoi, interné dans le dernier goulag soviétique, comme il se trouve en Transnistrie, il n'a pas été fermé. Donc voilà, je suis donc interné ici. Je vais vous montrer ma cellule. Donc voilà de quoi faire ma maigre popote. Voilà ma paillasse. La fenêtre donc, qui donne sur la cour de promenade des détenus. Et voilà ici donc une vue d'ensemble de ma cellule. Voilà avec de quoi faire ma toilette quand j'ai de l'eau. Donc voilà la cour pour la promenade des détenus. Avec la palissade qui nous isole du monde extérieur. Voilà. Tiens, on voit que ma geôlière a laissé quelques effets personnels. Et oui, et voilà comment a tourné mon excursion dans l'enfer post-soviétique. En Transnistrie, on m'avait pourtant prévenu. Donc voilà, si un jour j'arrive à faire passer clandestinement cette vidéo de l'autre côté de ce mur, de cette palissade. Donc eh bien mes enfants, sachez que je vous aime très fort et surtout élever mon petit-fils dans le souvenir de Papy Goulag qui pense très très fort à lui. Alors blague à part, me voilà dans mon deuxième logement à Tiraspol, chez Sergueï et Liouva. C'est juste à la limite entre Tiraspol et une autre commune, si bien que en fait le 50 rue de la Paix à Tiraspol n'apparaît pas sur Maps, donc c'est pas forcément très simple, mais alors on peut aller jusqu'ici avec la ligne 5 des Marshrutka, sinon le taxi c'est jamais très cher. L'application taxi 1517 ne fonctionne pas parce qu'il faut valider avec un SMS qui n'est jamais arrivé. Alors en Moldavie, j'arrivais pas à envoyer le SMS à cause de cette histoire de compatibilité LTE, mais je pouvais en recevoir et j'ai validé 2 applications. Ici, c'est pas possible. Donc il faut demander à quelqu'un de vous commander un taxi pour vous avec un logeur, que ce soit Sergueï ou quelqu'un d'autre, ça ne devrait pas poser de problème. Et puis, ce que je regrette aussi, c'est pas avoir changé un peu d'argent quand j'étais en centre-ville, parce que je suis là avec très peu de roubles qui me restent, il faut que j'en conserve pour le taxi. Et également, j'aurais voulu aller au magasin pour acheter 2-3 bricoles. Donc je pense que également, quand on a affaire à des logeurs, je vais poser la question là, mais je suppose que si voilà, vous leur proposez de changer quelques euros, 20 euros pour une poignée de roubles, ça doit être possible également, parce que, enfin, forcément, les gens qui voyagent, comme la rouble transnistrienne n'est pas reconnue à l'extérieur, ils ne peuvent pas voyager en faisant du change à partir de leur rouble. Il leur faut un petit pécule pour sortir. Et sortir la Transnistrie, c'est quand même tentant, quoi. Enfin, je dirais, c'est quand même assez petit. Donc, je sais pas. Je suppose que je vais essayer, mais je suppose que faire du change un peu à l'amiable, ça doit être tout à fait faisable. Voilà. Donc, en réalité, voilà, on fait d'ambiance post-soviétique et telle qu'on l'imagine. Et c'est quand même très différent ici. Absolument aucun instrument de torture, même dans la piscine. Voilà. Donc Sergueï et Liouva sont très aimables, très très accueillants, très bien notés, je vois sur Airbnb. Alors moi, pour loger ici, j'ai payé 12 euros la nuit, 40 euros en tout, donc 3 nuits plus quelques euros à Airbnb. Il a augmenté substantiellement les tarifs, mais enfin ça reste quand même de la rigolade, selon nos critères français, je dirais.
C'est possible de garer la voiture ici gratuitement pour ceux qui viendraient en voiture. Moi je pense que si je reviens ce sera en voiture. Et puis surtout ceux qui voyagent ne serait-ce qu'en couple, seul l'avion ça revient un peu moins cher que de faire le voyage en voiture. Mais déjà à deux, il vaut mieux le faire en voiture si on a le courage de conduire. On peut passer, enfin j'ai rencontré là mon coloc italien était là avec sa voiture, ça n'a posé aucun problème à la frontière. Et puis voilà, enfin, c'est faisable, on peut se garer aussi dans Tiraspol, il y a des endroits, moi je sais que si je reviens, j'essaierai de voir si je peux me garer ma voiture là où j'ai logé la première fois, donc du côté de la piscine et de la plage des soldats. Mais il y a d'autres endroits où c'est possible, c'est une ville qui est extrêmement sûre. Sergueï me disait qu'il ne ferme jamais sa voiture quand il la gare à Tiraspol, il ne la ferme jamais à clé. Et il peut même parfois laisser la voiture sur le contact, la clé sur le contact. Donc voilà, c'est pas un problème, à mon avis, venir en bagnole jusqu'ici, c'est pas un souci. Après, c'est différent, si on prend la voiture et qu'on crapahute entre la Roumanie, la Moldavie, peut-être même on profite de la Roumanie, la Transnistrie, etc. C'est vrai qu'il y a aussi la contrainte à chaque fois de devoir se garer. Les problèmes éventuels aussi en cas d'accrochage avec les assurances, etc. C'est aussi des choses qu'il faut prendre en considération. Moi, en tout cas, j'y réfléchirai la prochaine fois que je viendrai. Il y a aussi la possibilité de louer une voiture sur place. Ça ne doit pas revenir non plus extrêmement cher. Alors, je fais une petite promenade dans le quartier. J'observe ces maisons traditionnelles qui me rappellent beaucoup les maisons telles que je pouvais les voir il y a plus de 30 ans en Roumanie. Enfin, ça me rappelle certainement que les gens du cru verront des différences. Beaucoup de maisons en bois, maisons en briques. Ici, donc, cette belle bâtisse en dur avec des fenêtres tout à fait modernes, manifestement la climatisation. Et d'autres maisons, parfois en bois ou en matériaux plus légers, souvent de la pierre recouverte de crépi, manifestement. Oui, ici, on voit le haut de la maison est en bois. Le bas, c'est peut-être du béton. Il y en a pas mal des comme ça également. Petits jardins privés qui ont l'air souvent très sympathiques quand même. On voit ces barrières ici en métal. Ce qui me fait un petit peu sourire, c'est des fois l'état des portails. C'est pire que le mien, ce qui est pas peu dire. Voilà, et des fois c'est pas très soigné autour. Pas forcément leur souci. Petite maison en bois tout à fait légère. Une usine désaffectée, encore un cliché internet sur la Transnistrie et la Moldavie. Enfin, c'est aussi une réalité, désaffectée, très abîmée. Enfin, ça ressemble à une usine avec ces deux grandes cheminées. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Alors mon hôte Sergueï m'amène dans un endroit qui n'est pas tellement connu par les touristes. Et en fait, je suis ici sur un site où il y avait autrefois une forteresse russe construite en 1793 par Catherine II, celle-là même qui a, maintenant j'en sais un peu plus, ordonné la construction de Tiraspol. Et elle a donné donc, elle a nommé comme je dirais ingénieur en chef, enfin comme exécutant, chef de travaux, le dénommé Souvorov. Et en fait, cette forteresse a été construite avec donc le concours d'un architecte français, François de Bolan, en 1793. L'intérêt plus récent de cette forteresse, eh bien, je vais vous le montrer. Donc là, ce que je vous montre, le bâtiment, tout ce qui reste de la forteresse, c'est la poudrière. Vous voyez donc les canons qui doivent, me semble, dater effectivement de la fin du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle plutôt. On voit ici un des canons, j'y vois mal donc j'ai du mal à cadrer, avec donc des boulets qui sont posés sur le sol, sans aucune protection ni quoi que ce soit, pourtant ce sont quand même des pièces historiques. Un puits, mais surtout l'intérêt historique plus récent de cet endroit, c'est ici. Donc vous voyez qu'il y a des fouilles. En fait, les Tiraspolitains ont été victimes de la part du régime de Staline à la fin des années 30 de purges. Et il y a eu à cet endroit par ici entre 7000 et 10 000 personnes qui sont mortes. Donc ça, ce qui est devant moi, c'est un charnier. Et donc Sergueï me dit qu'il a vu en 2020, ici à cet endroit, un tas d'ossements, notamment avec des crânes qui avaient des impacts de balles.
Au-dessus derrière la tête. Et puis là, le truc quand même particulièrement glauque, c'est que sur le sol, vous voyez des chaussures qui ont été retrouvées sur les cadavres. Donc c'est laissé là en plein air. Bon, évidemment, je pense pas que les gens il y a un quelconque intérêt, mais enfin, voilà, c'est assez très glauque et très surprenant comme endroit. En fait, pas gardé du tout et enfin, très, très accessible, quoi. Bon, là, on voit, vu l'état de la cahute, que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de surveillance, mais Sergueï me dit quand même qu'il y avait des ossements qui ont été laissés qui ont été laissés en plein air et qui ont été chippés par les gosses, par les enfants, me dit-il. Voilà, un endroit vraiment glauque, mais vraiment, vraiment très surprenant, quoi. Et donc en fait les gens étaient tués et ensuite balancés là, dans ce charnier qui a été recouvert de terre, et ensuite il y a eu des fouilles qui ont été faites donc, en 2020. On savait que ça existait, on n'avait jamais fait les fouilles. Et donc après l'indépendance, donc c'est le gouvernement transnistrien qui a voulu en savoir plus. Et juste au-dessus, comme toujours, donc habitation populaire. Alors je suis dans The Place to Be à Tiraspol, c'est le restaurant Retour en Union soviétique. Donc là vous voyez, je ne vous présente plus tonton Vladimir. Et pas Poutine, hein, Ilyich Ulyanov. Donc la vieille caisse, on verrait ça, la vieille balance, on verrait ça en France également, en tout cas pour ce qui est de la balance. Et là, on m'explique que le plafond, en fait, il a été recouvert de ces tissus pour empêcher qu'il y ait de l'amiante qui tombe dans votre assiette, ce qui est plutôt sympa. Et au fond, quelque chose de très typique, en tout cas pour un ancien soviétique, c'est ce que vient de me dire mon hôte qui est venu avec moi. Il m'explique que ça, c'était des meubles qui étaient faits en série et qui étaient un rêve pour tous les soviétiques, c'était d'être meublés de cette façon, avec les meubles qui sont là au fond. Donc dans ce restaurant, il y a comme un petit musée en fait, avec des choses de l'Union soviétique. On dirait que c'est vraiment fait pour les touristes, alors qu'en fait manifestement ils n'en ont pas énormément. Mais en tout cas c'est peut-être du tourisme interne, il y a peut-être des Russes qui viennent pour le coup. Et, voilà. Donc je suppose que ce monsieur c'est Marx, est-ce que je me trompe? Is this Sergei? Who is he? He's Stalin. Oh. Marx, Engels. Marx, I had recognized him. Stalin, I wasn't too sure. I couldn't believe it was him. And this is Suvorov, maybe? No, nothing to do. Yes. Potemkin Tabrichevsky. Ah, Potemkin. This is Suvorov. Et Suvorov, donc le fondateur de la ville. Ok. Donc là, effectivement, c'est la pièce, c'est plutôt là où j'aimerais manger, moi, pour le coup. C'est vraiment la pièce kitschissime, le kitsch soviétique, quoi. C'est tristouné quand même. Hein. Donc des petits tapis muraux comme il y avait dans toute l'Union soviétique à l'époque de l'Union soviétique, avec une sorte de TSF, un accordéon, un vieux téléphone. And this scenario, it was with these animals about the same. So you enter any house and it was the same. Ah oui. So the same carpet on the floor everybody has. So donc dans toute l'Union soviétique, souvent c'est le même modèle de tapis mural qu'il y avait dans toutes les maisons et les mêmes meubles partout dans toute l'Union soviétique. I had this furniture, the same. Ah really? Yeah. Donc Sergueï me dit quand il était enfant, il y avait la même chose. I had the table when I was a child. Et la même table. Everybody had the same stuff. Maybe two, three different, but the same. Yeah, a pair of shoes, for example, it was 3 or 4, as you told me yesterday. And an underwear, tout le monde a le même slip, en gros. Voilà. Et la télévision, j'ai vu quelque part. Bon, ça, c'est la télévision en France, on avait les mêmes modèles, mais eux, je pense qu'ils avaient un modèle. Hein. Voilà. C'est vrai qu'il y a un peu de nostalgie, peut-être pour les Français, avec les années 50, 60, que moi, j'ai pas connu pour le coup, en dépit de mon grand âge. Every republic in Soviet time had its flag. Alors ça, c'est des tapis comme on trouvait partout dans les couloirs et dans les entrées des bâtiments officiels, partout dans l'Union soviétique, et sur les côtés, il y avait les couleurs du drapeau de la République. Donc ici, les couleurs du drapeau de la République socialiste soviétique de Moldavie, qu'on retrouve, donc le vert, le rouge et le vert, qu'on retrouve sur le drapeau Prydniestrovien, qui est le même. Et en fait, ça n'a pas été refait ici. Le propriétaire a gardé le pavé, enfin, je sais pas, comment on appelle ça, les plaques là,
sur le sol et qu'on retrouve absolument partout dans l'ancienne Union soviétique, sauf là où on les a recouverts. Je ne sais pas si je vais voir la lumière, là, mais c'est le drapeau rouge que les gens paradaient dans la rue pour le 1er mai. Donc Sergueï me dit qu'il avait ça sur l'épaule les années où il était honoré de pouvoir le porter. Pour le 1er mai, donc du travail, ça on sait, et le 7 novembre, qui est en fait la commémoration de la révolution d'octobre, qui a eu lieu le 7 novembre, calendrier grégorien, et 25 octobre, calendrier julien. Donc voilà, ça aussi, ça évoque des souvenirs pour lui. Bon, sur les Nils, le musée en fait des caisses, mais ce qui est un peu plus choquant, c'est de voir Staline quand même. Il ne faut peut-être pas non plus pousser mémé dans les orties. Engels, quelque part. Who is this man, Engels? Да, Маркс. Marx, Lenin, Stalin, and this guy? I don't know. I'll tell you who is this. It's a gift, Yes, a reward or something. it's also Lenin. Ah, ça, ce sont les billets, ça ressemble quand même aux billets de la Transnistrie actuelle. Les billets soviétiques, effectivement, ils ne se sont pas foulés. Et ici, un drapeau de relatif. Enfin, Sheriff, c'est l'entreprise qui tient absolument toute l'économie prédistrovienne. Ça n'a rien à voir avec l'Union soviétique. Salary in Soviet Union, salary was 120 rubles. Ah oui. But for 10 rubles, you can buy 100 breads. 100 grams. 100 breads. Ah, breads, okay. For 1 ruble, 10 breads. Okay. 10 cents, 1 bread. Okay. So salary was very small, but some things cost very cheap, like bread. Okay, see, okay. So people could eat, at least. Yes. Et 120 roubles, ça c'est le salaire d'un soviétique à la fin de l'Union soviétique, mais avec 120 roubles, on pouvait acheter 1200 kilos de pain. Ou 1200 pains en tout cas. Donc ce qu'il me dit, enfin pour ceux qui comprennent l'anglais, ce qu'il me dit c'est que le salaire était bas, mais enfin on pouvait manger, quoi. On mangeait à sa faim, ce qui a été plus compliqué semble-t-il juste après l'indépendance. Alors j'ai largement eu le temps de visiter le petit musée parce que la dame m'a dit tout de suite que j'avais pour 25 minutes d'attente, pas 20, pas 30, enfin pas 10 non plus quoi. Time. Well, there are other diseases, I suppose. Alors ça c'est le distributeur d'eau. J'ai vu cette machine exactement sur internet parce que c'était sur le même restaurant. Donc je pense qu'elle a été beaucoup photographiée par les. C'est ça. Très photographiée par les touristes. En fait c'est un distributeur d'eau. On avait le choix entre de l'eau plate et de l'eau pétillante. Il y avait un seul verre. Et ce que Sergueï a montré, c'était un endroit pour nettoyer le verre, mais ça marchait jamais. Et il me disait, à l'époque, il n'y a pas de Covid. Enfin bon. Alors ça, what does it mean? So that's the back to the SSSR stuff. Yeah. It is the most popular car of Soviet Union. Volga. Volga, right. It's Volga. It's only hard-working people, the best workers on the factory, the best peasants, they can get this car. But It has a reward. No. They money. buy it, They but bought because a usual person cannot buy this car. Okay, they have to work. Or you have to stay in queue 7 years to buy this car. 7 years. J'ai travaillé 7 ans pour arriver à se payer cette voiture. Mais moi, c'était pas les crédits, c'est une voiture. Just C'est not for sale. ça. This On car travaille only the beaucoup second ici pour une popular. voiture. Et It's c'est pas already a comparable. copy of Italian Fiat. Yeah. Yeah, I still see some of it, but this guy is Copy working. Italian Fiat. So it was very popular. C'est une copie de. It is ouais, from c'est une Lada, 1975. c'est quoi. Is it Lada? Yes, Soviet Union bought from Italy license. Ah oui, c'est une ancienne. Il y avait une. But Fiat. anyway, you have to wait 5 years to buy this car. I remember when I was a kid, there were Italian cars this style in the 70s. Fiat something. It's Fiat. Yeah. Enfin, elles roulent toujours, elles sont immatriculées en Pridnestrovie, elles ont l'air de toujours rouler. Hein. Enfin, oui, elles ont l'air. Oui, c'est vrai que voilà, on travaillait 5 ans avant pour s'acheter la voiture, maintenant on travaille après en fait, on paye le crédit plus tard. It is ambulance or like special service this car, but ambulance to bring bread for bad roads because we have a lot of bad roads in Soviet Union time. Ok. Ça c'était une ambulance, ça pouvait aussi faire des livraisons de produits de première nécessité si j'ai bien compris. In villages, ambulance was only this. Ok.
I'm bad at Cyrillic. How do you pronounce? Snova. Snova. Снова в СССР. Back to Soviet Union. It was a dream of any Soviet Union. People to have such a car, of course. Yeah. Luxury. C'est exactement comme si nous, en France, on avait effectivement un endroit, il y en a sûrement avec la nostalgie des années 50-60, mais enfin le régime n'a pas non plus changé de façon aussi drastique. Et ceci dit, il peut quand même y avoir une certaine, je dirais une certaine nostalgie ambiguë des années 50-60, je dirais, chez nous aussi. Alors, c'était annoncé comme brochette de maquereau, mais j'ai pas l'impression que c'est du maquereau, la scro au poisson, c'est encore mieux, avec des légumes grillés. Mais ils appelaient ça mackerel en anglais, mackerel shashlik, c'est pas du maquereau. Non, mais vérification, en fait, sur le menu, ils disaient de maquereau, en fait, c'est de l'esturgeon. Il y a 4 variétés d'esturgeon avec une production de caviar, c'est vrai que j'en ai vu en magasin, en Pridnestrovie. Et en fait, ça, c'est la 4e variété. C'est-à-dire que c'est la variété la plus bon marché en fait, mais qui est vendue, donc la meilleure marché qui est vendue dans les restaurants comme celui-là ici en Pridnestrovie. Donc c'est de l'esturgeon. Alors ça même à l'œil nu c'est difficile de le lire, mais là encore ça sera pire avec la vidéo. Mais donc c'est un étendard d'époque avec marqué en russe bien sûr, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Là pour le coup je suis quand même assez d'accord avec le slogan, s'il est vraiment appliqué. Si tous les travailleurs pouvaient s'unir, notamment contre la guerre, et contre les guerres orchestrées et ordonnées par le grand capital, et si les prolétaires pouvaient ne pas se faire manipuler par le grand capital, ce serait effectivement une bonne chose. Mais de la théorie à la pratique, dans le monde communiste, il y a eu évidemment un énorme gouffre. Alors je quitte Tiraspol pour Comrat dans cette marche-route qui existe, donc cette ligne Tiraspol-Comrat qui existe en dépit du fait qu'elle ne soit pas du tout mentionnée sur tous les sites internet que j'ai essayé de consulter. Donc 2 heures dans cette marche-route non climatisée et j'ai oublié ma bouteille d'eau, mais ça va le faire. Alors dans la voiture, Sergueï m'a expliqué qu'il y a des perspectives très hasardeuses, très sombres pour la Pridnestrovie. Un journal, dans le journal de ce matin, le journal Pridnestrovien, il a lu qu'il y a une déclaration d'officiel du gouvernement moldave qui disait qu'il ne donnait pas 6 mois à la Pridnestrovie pour s'effondrer financièrement. En fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que en fait, tout tourne effectivement de façon interne. C'est-à-dire que celui qui donne des emplois, c'est Sheriff, 40% des emplois, mais c'est une entreprise qui tourne entièrement autour de à l'intérieur de la Pridnestrovie. Pendant 30 ans, le gouvernement pridnestrovien a gagné de l'argent en vendant à la population du gaz qui lui était donné par la Russie, mais qui transitait par l'Ukraine. Depuis le 1er janvier 2025, l'Ukraine refuse le transit vers la Pridnestrovie. Donc la Pridnestrovie achète du gaz à la Moldavie qui lui fait le prix plus fort. Et donc les gens payent beaucoup plus et ça ne va pas dans l'escarcelle de l'État. Mais l'argent des gens de toute façon vient de Sheriff et l'argent de Sheriff vient de la Pridnestrovie. Je ne suis pas économiste, mais je me dis que c'est quand même difficile de tourner en rond comme ça dans un pays fermé qui fait quand même du commerce avec l'extérieur, mais en tout cas qui ne produit rien, et qui n'a pas le fait de ne pas avoir de reconnaissance officielle. Je pense que ça ne simplifie pas les choses non plus d'un point de vue économique. J'en sais rien, encore une fois, sans m'y connaître. Je sais que Taïwan a quand même connu un développement économique fulgurant, alors même que peu de pays reconnaissent Taïwan et pas les pays développés. Mais enfin, pour la Pridnestrovie, ça a l'air beaucoup plus compliqué que pour Taïwan. Donc cette histoire de taxi et de déplacement, c'est pas facile. Et les bus ne fonctionnent plus au-delà de 20 heures pour certains quartiers en périphérie. Donc encore une fois, il vaut mieux privilégier sur Airbnb une petite maison comme celle que j'avais au début. Si je reviens, et je reviendrai, ce sera dans cette maison au bord du Dniestre, cette maison à Mityville là. Et puis voilà, ensuite, c'est vrai qu'il y a la possibilité, pour un couple, financièrement, ça peut être intéressant de prendre un hôtel. Pour une personne seule, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher et j'y ai pas pensé à la base. Il y a 2 hôtels qui semblent pas très chers, il y a le Parc Hôtel et l'hôtel Russie. Voilà, c'est une possibilité.
En passant par booking.com sans problème. Il y a peu de logements, donc finalement si vous allez en Pridnestrovie, si vous allez en 2026 par exemple, vous allez tomber sur les logements, les propositions de logements dont je vous parle. Le musée d'histoire est fermé actuellement, ce qui est dommage, mais j'aurais aimé aller dans l'autre restaurant soviétalgique, la cantine. Mais j'ai loupé le coche et je n'ai pas visité non plus la cathédrale, ce que j'aurais aimé faire. Bon, autant de raisons de revenir. Petit sentiment donc de frustration et pas du tout un sentiment de soulagement comme je l'avais prévu. Moi je me suis dit 5 jours en Transnistrie, je vais être soulagé quand je vais rentrer. En fait c'est pas du tout le cas. Voilà, je regrette juste de ne pas avoir passé une journée de plus à Tiraspol centre.